Ça, c'est Divin qui m'a appris ça. Hein. Divin m'a dit que quand ça coupe, il faut toujours insister. Et ça marche quand même. Donc ça, nous avons vu. On a vu ça. Alors, comment contrôler la fréquence d'un gène dans une population? Alors, pour contrôler, mes amis, ça, c'est à retenir par cœur. Ça, vous devez retenir ça. Donc, comment est-ce qu'on peut contrôler? Nous avons, ça, ce sont des chercheurs. Ce sont le pionnier, M. Hardy et Waber. Il y a deux personnes, deux noms là-dedans. Il y a un médecin, Hardy, et Waber, un mathématicien. Ce sont deux noms importants, le pionnier de la génétique des populations et évolution. Alors, comment contrôler la fréquence d'un gène dans une population? Alors, ces deux chercheurs ont essayé de trouver des modèles mathématiques. Ils ont trouvé les modèles mathématiques pour contrôler la fréquence des gènes dans une population. Nous le faisons souvent. On le fait. On se dit, bon, on s'est marié, on doit faire attention, on fait ceci. Mais maintenant, il faut trouver les modèles mathématiques pour prédire, n'est-ce pas, pour prédire la survie, la fréquence des gènes dans une population après des générations et des générations. Quel est l'essor de ces gènes? Alors maintenant, que dit la loi? Que dit la loi de Hardy-Waber? Que dit cette loi? La loi de Hardy-Waber décrit, c'est une loi qui décrit les relations entre les fréquences génotypiques et les fréquences alléliques. On va voir ça. Vous allez voir les exemples, c'est merveilleux. Donc, la loi de Hardy-Waber décrit les relations entre les fréquences génotypiques et les fréquences alléliques. Les fréquences génotypiques, par exemple, F, fréquence FAA. Les fréquences alléliques, c'est F. Donc, si nous avons par exemple F grand A, ça c'est fréquence génotypique. Le fréquence allélique, FA. FA. Les gènes. Nous avons un gène. Les gènes se présentent sous forme allélique. Donc, nous avons le gène A, la fréquence de ces gènes, et nous avons la fréquence génotypique. Par exemple, si je considère comme fréquence génétique comme exemple F grand A, ça c'est les génotypes. Maintenant, le fréquence allélique, allèle, parce que le génotype est constitué des allèles. Donc, nous avons deux allèles. Par exemple, donc on a deux allèles identiques, un homozygote, ou race pure, ou race sauvage. Donc, race pure, homozygote et race sauvage. Et il y a les auteurs pour indiquer les races sauvages, on met par exemple petit a exposant plus. Petit a exposant plus, ça signifie aussi race pure ou race sauvage. Donc petit a exposant plus, race pure ou race sauvage. Alors, elle permet l'estimation de la fréquence des hétérozygotes pour les maladies récessives autosomiques. Donc, la loi de Hardy-Waber décrit les relations entre les fréquences génotypiques et les fréquences alléliques. Elle permet l'estimation de la fréquence des hétérozygotes pour les maladies récessives autosomiques. Ça, c'est très important. C'est-à-dire ici, où Hardy-Waber, pour contrôler un gène, il se base sur la fréquence des hétérozygotes. Parce que dans une population, c'est ça la meilleure façon de contrôler une maladie qui s'exprime à l'état homozygote. Lorsqu'une maladie s'exprime à l'état homozygote, pour qu'elle s'exprime plus,
il faut à chaque instant contrôler les nombres des hétérozygotes. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez beaucoup d'hétérozygotes, une maladie récessive ne s'exprime pas. Donc, une maladie récessive ne peut pas s'exprimer. Plus les nombres des hétérozygotes augmentent dans une population, ou plus le nombre des hétérozygotes est stable, c'est-à-dire que nous avons la fréquence 1 quart, donc 1 quart, 1 demi, 1 quart, donc 50% des hétérozygotes, parce que normalement, il faut que nous ayons, quand vous avez 50% des hétérozygotes dans une population, la situation est calme. Donc maintenant, Hardy ou Haber, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent la fréquence des gènes à partir du nombre des hétérozygotes. De telle sorte que le nombre des hétérozygotes dans une population soit toujours égal à 50%. Et là, la situation, à ce moment-là, on parle de l'équilibre de Hardy-Haber. Donc, l'équilibre de Hardy-Haber consiste à contrôler le nombre des hétérozygotes de telle sorte que le pourcentage des hétérozygotes dans une population soit égal à 50%. Ça, à ce moment-là, on parle de l'équilibre de Hardy-Haber. Quand est-ce qu'on appelle cet équilibre-là? C'est ce qu'on va voir. Quand est-ce que cet équilibre est possible? Quand est-ce que cet équilibre est possible? C'est-à-dire que quand est-ce que les nombres la fréquence des gènes ne varie pas d'une génération à l'autre lorsqu'il y a équilibre de Hardy-Haber. C'est-à-dire que lorsque le nombre des hétérozygotes est stable, là, on dit qu'on a atteint l'équilibre de Hardy-Haber. Alors, vous avez comme exemple des gènes, gène S, responsable de l'anémie falciforme ou drépanocytose. Alors, sous forme hétérozygote, c'est grand S, petit s. Grand S, petit s, l'individu n'est pas malade. Maintenant, Hardy-Haber, eux, contrôlent maintenant le nombre de SS. Voilà. Et nous savons, que dit la loi de Hardy-Haber? Dans une population de dimension infinie, où les unions se font au hasard, lorsque les unions se font au hasard, on parle de panmixie. Donc, lorsque les unions se font au hasard, ces mariages au hasard, où il n'y a pas de sélection, on parle de panmixie. Où il n'existe ni migration, ni sélection contre un phénotype particulier, et où les taux de mutation est constant. Les proportions des différents génotypes restent constantes d'une génération à l'autre. Donc, dans une population de dimension infinie, donc pour que ceci soit valable, il ne faut pas qu'il y ait des dérives génétiques. Lorsqu'il y a... Donc, ça, c'est une définition. Pour que cette loi d'Hardy-Haber s'applique, il faut une grande population. Pourquoi une grande population? Parce qu'une petite population, il aura les effets de la dérive génétique. L'effet fondateur. L'effet fondateur dit à la petitesse de la population, une petite population a beaucoup plus de chances de développer, n'est-ce pas? Dans une petite population, les nombres de hétérozygotes diminuent parce que consanguinité intervient, les gens se marient entre eux et par conséquent, la loi d'Hardy-Haber ne s'applique pas. Donc, la loi d'Hardy-Haber ne s'applique pas. Donc, il faut une population de dimension infinie où les unions se font au hasard, où il n'existe ni migration. Ici, union au hasard, c'est qu'on va dire que non, 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 toi, puisque vous avez beaucoup d'argent dans votre famille, pour que l'argent ne parte pas hier, tu dois te marier avec ton cousin, non, ou avec ta cousine, non. Ça, ce n'est pas une union au hasard. C'est là qui entre en opposition avec la loi de Hardy-Haber. Alors, maintenant, passons un peu à un exemple. On va voir l'exemple comment est-ce que Hardy-Haber arrive à contrôler la fréquence d'un gène dans une population à partir des modèles mathématiques. Ça, c'est la modélisation. Donc, nous avons dit qu'ici, le plus important, c'est quoi?
c'est les nombres des hétérozygotes. Vous voyez, A, grand A, petit a, les hétérozygotes, nous en avons ici. Ça, c'est un homozygote. Ça, c'est un homozygote. Ça n'intéresse pas à Adi Weber. Mais ça permet à Adi Weber à contrôler le grand A, petit a. Parce que le plus important, c'est tout faire pour que dans une population qui ait autant de hétérozygotes, pour que le gène récessif ne s'exprime pas. Parce que lorsque vous avez les hétérozygotes, le gène récessif est inhibé. Et lorsque le mariage s'est fait au hasard, comme tout système tend vers l'équilibre, les choses s'arrangent quand il n'y a pas intervention de mutation, quand il n'y a pas sélection naturelle, quand il n'y a pas consanguinité, mariage consanguin. Les choses se passent naturellement, tout est en équilibre. Il y a les nombres, la maladie, la fréquence d'un gène létal ne peut pas augmenter ni diminuer, tout est en équilibre. Et ça peut même disparaître. Parce qu'à un moment donné, le gène peut être là, peut-être il ne s'exprime même pas. On ne le voit même pas, mais le gène est dans la population. Mais puisque la population est en équilibre, puisque c'est une grande population, le gène est présent, mais on ne sent pas les effets. C'est exactement comme les gens qui se marient, chacun a ses gènes S, d'autres en a, mais les hétérozygotes, mais on ne sent pas. Donc ça peut survenir plus tard, mais lorsque vous prenez un hétérozygote avec un homozygote, on obtient 50% de homozygotes et 50% d'hétérozygotes. Ainsi de suite, on arrive à contrôler le gène dans une population et vous avez ce qu'on appelle l'équilibre de Adi-Weber à partir des hétérozygotes. Alors ici, prenons l'exemple d'un locus. Locus, c'est l'emplacement d'un gène sur le chromosome. C'est cet emplacement-là qu'on appelle locus. Locus, lorsque au pluriel on parle de loci avec L-O-C-I, loci, il faut dire que plusieurs locus. Alors ici, locus, comme je disais, c'est l'emplacement d'un gène sur un chromosome. C'est ça, cet emplacement-là qu'on appelle locus. Alors, prenons l'exemple d'un locus qui peut être occupé par deux allèles, A et grand A et petit a, donc l'allèle dominant et l'allèle récessif, telle que la proportion de gènes A et P, la proportion de gènes A et P, la proportion de gènes petit a et qui. Ça bien retenir, parce que la suite, si vous n'avez pas compris, c'est donc nous avons grand A égale P, petit a égale qui. Et les tout, ça c'est les binômes. Rappelez-vous des binômes. Ça c'est la formule que vous utilisez souvent. C'est la formule que vous utilisez en mathématiques. On dit souvent soit P plus qui. Ça dit quoi? C'est si P plus qui égale 1. 1 représente 100%. Le 1 représente le 100%. Donc ça dit que vous avez P plus qui égale 1. Le 1 représente 100%. Alors si je prends par exemple P, j'ai dit P égale combien? P égale 1, mais qui? La valeur de P et de qui? La valeur de P est toujours inférieure à 1, doit être toujours inférieure à 1. La valeur de qui doit toujours être inférieure à 1. Parce que le 1 est supérieur à P, le 1 est supérieur à qui? Parce que le 1 représente le 100%. C'est ce que ça signifie. Alors voilà, ça c'est la formule qu'on vous donne, qui est connue. Alors on vous donne ce tableau-ci, on veut vérifier l'évolution d'un gène. On veut vérifier l'évolution des gènes. Vous avez les gamètes. Ça, c'est un individu au sein dans ces individus. Vous avez les individus ici, gamètes mâles, voilà, grand A, petit a. On a dit que grand A, la proportion de grand A, c'est P,
et la proportion de petit a, c'est qui? Alors, gamète A. Et là, lorsque ça c'est mâle, ici, il faut ajouter femelle. Donc, vous allez ajouter ces femelles. Comme vous avez compris, c'est l'échiquier. Vous vous rappelez de l'échiquier que nous avons fait la semaine passée? Ou non, non, c'était quand on a fait ça? Oui, le mercredi. Vous vous rappelez de l'échiquier? Donc, nous avons les gamètes mâles et ici, nous avons les gamètes femelles. Est-ce que vous vous rappelez de l'échiquier? Donc, ça, c'est l'échiquier. Est-ce que vous me recevez? Oui, professeur. Ben oui. Mais parce que je pose la question si vous vous rappelez de l'échiquier, mais personne n'a réagi. L'échiquier, Oui, professeur. je vous explique, je vous ai montré l'échiquier et puis on a même fait de l'échiquier avec vous, n'est-ce pas? Oui. Alors, Oui, donc, professeur. alors, ça, vous voyez, ici, nous avons les gamètes mâles. De l'autre côté, nous avons les gamètes femelles. Alors, grand A, petit a, c'est comme ça, c'est le mariage. Donc, c'est comme si on faisait, comme on a fait jaune, ça, c'est l'individu qui va se former. Si lorsque nous prenons la cellule sexuelle femelle avec un mâle, nous avons un AA, nous prenons petit a. Par exemple, si cet individu libère, n'est-ce pas, le gamète A, nous aurons grand A, petit a, donc grand A, petit a. Et là, nous avons grand A, petit a, donc grand A, petit a, ainsi de suite. Mais ici, nous avons dit que la proportion de grand A, c'est P, et la proportion de petit a, c'est qui? Alors, grand A, c'est égal à P carré. C'est-à-dire que ça signifie grand A, P multiplié par P. C'est la formule. Donc, ça signifie P multiplié par P. Donc, grand A, c'est P multiplié par P. Donc, lorsque vous avez deux lettres ensemble, c'est la multiplication. Lorsque vous prenez cette lettre-ci avec l'autre, c'est la sommation. Ceci avec ça. Donc, quand vous prenez, par exemple, ceci, avec ça, c'est la sommation. Quand vous passez d'un carré à l'autre, c'est la sommation. Quand vous êtes dans un même carré, grand A, c'est la multiplication. Donc, c'est comme ça que nous avons obtenu ici P carré, parce qu'il y a P, on additionne les exposants, ça fait P carré. Et ici, nous avons grand A, petit a, c'est P qui. Là, nous avons grand A, petit a, c'est P qui aussi. Ici, il y a une erreur, je vais corriger. Il y a une erreur, je corrige ça directement. Jean-Louis. Animation. Bien, actuel. Voilà. Donc, ici, petit a, c'est ça, c'est petit a, ça fait pi carré. Alors, la fréquence du génotype grand A, le P carré qui est la proportion de A, c'est la fréquence du génotype. C'est la fréquence du génotype grand A qui est égale à P carré. La fréquence du génotype petit a, c'est qui carré. Vous savez, ça vient d'où? Ça vient de ce mariage, lorsqu'on a ce mariage. La fréquence du génotype grand A, ça, ce sont les différentes possibilités. Ce sont les différentes possibilités lorsque on croise deux hétérozygotes. Lorsqu'on croise les deux hétérozygotes, c'est ce que nous aurons. Donc, ça, ce sont les hétérozygotes, deux hétérozygotes. Ce ne sont pas des homozygotes, deux hétérozygotes. Grand A avec deux allèles différents. Chacun a deux allèles différents. Donc, ce sont deux hétérozygotes. Alors donc, avec ces deux hétérozygotes, comme vous avez dit, nous avons la proportion, on a vu que la fréquence génotypique dans le cas de monohybridisme avec dominance, la fréquence génotypique, c'est 1 quart, non, ou soit 2, 1, 1. C'est-à-dire que 1 quart de génotype dominant, 2 quarts des génotypes des hétérozygotes et 1 quart
de génotype de l'individu récessif. C'est ce qu'on avait dit. Alors, c'est ça que nous avons ici. Nous avons donc la fréquence des génotypes grand A, c'est P carré. Ça vient d'où? Ça vient d'ici. A multiplié par A, on additionne les exposants. 1 plus 1, ça fait 2. Alors ici, rappelez-vous de la formule que j'avais dit au départ, une formule très importante. Nous sommes là. La fréquence maintenant de A égale, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de la fréquence de A, si nous prenons ici, là, dans les AA, dans AA, nous avons comme phénotype A. Dans le A, grand A, petit a, les phénotypes, c'est aussi A, grand A. Donc ici, les phénotypes, c'est grand A. Là, les phénotypes, c'est aussi grand A. C'est comme ça que nous mettons le F grand A égale P carré. Comme je vous ai dit que le passage d'un génotype d'un carré à l'autre, c'est la sommation. Donc P carré plus P qui. Donc P carré plus P qui. Ça donne comme phénotype à génotype, comme phénotype, comme morphologie, grand A. Alors ici, petit a, de la même façon, petit a, qui carré, plus p qui, parce que nous sommes là, nous sommes ici. On a le a qui est là-dedans, et le a qui est dedans, et c'est ce qui fait que nous mettons cela. Alors regardez, mes amis, lorsque nous avons dit que ici, P carré plus P qui, on fait la mise en évidence. Nous avons fait la mise en évidence. Rappelez-vous de la mise en évidence. Ça, je ne vais pas vous expliquer comment on fait la mise en évidence. Puisque ça se ressemble ici, nous avons P carré plus P qui. Qu'est-ce qu'on va mettre en évidence ici? On met en évidence la lettre qui est de part et d'autre. Et cette lettre, c'est P. Alors, nous mettons P en évidence. Il nous reste ici P plus qui. Parce que si nous prenons P multiplié par P, nous aurons P carré. Si nous prenons P multiplié par qui, ça fait P qui. Et de même ici, nous mettons qui au carré, qui en évidence, il nous reste P, parce que si nous multiplions, parce que si ça va donner P qui, si nous multiplions qui par qui, ça veut dire qui carré. Alors, cette valeur ici, c'est déjà défini en mathématiques. C'est ça qu'on nous a donné là-bas. On nous dit P plus qui égale 1. Alors, cette valeur égale 1. Si cette valeur égale 1, ça signifie que nous avons P. Et cette valeur égale à 1, nous avons qui? Si nous faisons la sommation ici, P plus qui, on trouve 1. De même ici. De même ici. De même ici. Si nous prenons par exemple, je vais prêter les crayons. Je vais prêter les crayons. Il est où? Je prends les crayons. Si je prends par exemple, je prends P au carré, je me plus Q carré, Q carré, plus plus 2 P qui donc ici je mets alors qui. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, pourquoi il disparaît?
Oh my God, what is this? Pourquoi il disparaît? Bon. Alors, donc, ici, cette valeur ici, cette valeur ici, ce n'est rien d'autre que le qui au carré. Ça. Voyez? Les amis, vous voyez ça? Essayez, prenez cette valeur ici, ça, mettez au carré, faites la multiplication et dites-moi qu'est-ce que vous avez trouvé. Donc, je disais que prenez P plus qui au carré. Ça va vous donner combien? Vous allez voir que si vous prenez P plus qui au carré, vous multipliez, vous trouvez la multiplication de P plus qui au carré, c'est la multiplication de polynômes. Vous avez ça, on appelle ça polynôme. Si vous faites la multiplication, vous allez trouver exactement cette valeur-ci. Est-ce que, faites ça un peu s'il vous plaît. Faites ça, vérifiez un peu s'il vous plaît. Vérifiez s'il vous plaît, mes amis. Si vous multipliez ceci, élevez ceci au carré, vous allez trouver, si vous élevez au carré, vous allez trouver vraiment la même valeur. Essayez un peu de faire ça. Donc, je mets ceci au carré. Ça disparaît. Est-ce que vous êtes en train de faire ça? Vous êtes en train de faire ça? Oui, professeur. Ah, donc, si vous multipliez P plus qui élevé au carré, vous allez trouver cette valeur. Et vous allez voir que cette valeur égale à 1. Si cette valeur égale à 1, Mais ça donne P carré plus DP qui plus qui carré. comment? P carré plus DP qui plus qui carré. Oui, je vais chercher un papier. Si vous prenez, par exemple, je ne sais pas si on voit bien, si vous prenez P plus qui au carré, ça se voit? OK? Oui, professeur, ça se voit. Professeur. Voilà. Ça se voit. Oui. Maintenant, je vais mettre ça sous autre forme. Donc, P plus qui multiplié par P plus qui. Comment on fait? C'est exactement comme on fait là. Donc, c'est P carré. P carré plus P qui plus P qui plus P qui encore plus qui carré. Donc, ça donne BP qui. Vous voyez? C'est la même chose qu'avec ce que nous avons ici. C'est la même chose. Donc, maintenant, cette valeur, si, comme P plus qui au carré
égale cette valeur ici, donc ça veut dire que ceci égale à combien? Ça, c'est égal à combien? À 1. À 1. C'est égal à 1. Oui. C'est égal à 1. C'est égal à 1. Vous avez compris, c'est merveilleux. Ça signifie que cette valeur ici, vous voyez, lorsqu'on fait la sommation de tout ceci, c'est ça, vous voyez, ça c'est l'équilibre de Hardy-Weber. C'est ça l'équilibre. Parce que si on calcule, pour qu'on dise qu'il y a équilibre et que le nombre de hétérozygotes est resté constant, donc pour conclure que le nombre de hétérozygotes est constant, lorsqu'on fait des combinaisons de mariage, il faut que la valeur de P plus Q soit égale à 1. Alors, si vous trouvez par exemple la valeur de P plus Q égale à 2, ça signifie que le gène la fréquence de ces gènes ou des génotypes a varié au cours des générations. Est-ce qu'on s'est compris? C'est-à-dire que si vous faites maintenant la sommation de tout ceci, des gamètes et consorts, et que vous vous rendez compte que, parce que normalement, ça doit toujours être égal à 1. Il faut que vous trouviez toujours une valeur égale à 1. Mais si c'est différent de 1, à ce moment-là, on conclut qu'il y a eu fluctuation, il y a eu donc variation de la fréquence de ces gènes létals ou récessifs au cours des générations successives. C'est à ce moment-là, maintenant, qu'on essaye d'approfondir les recherches pour voir un peu qu'est-ce qui est à la base de pourquoi la valeur de P plus Q n'est pas égale à 1. Pourquoi c'est différent? Là, on cherche, est-ce que dans cette population, c'est une petite population? Est-ce qu'il y a eu sélection? Est-ce qu'il y a une mutation? Est-ce que ça nous permet maintenant, ça nous oriente maintenant à faire des études approfondies. Donc, pour faire des études approfondies maintenant sur cette population-là, lorsqu'une maladie est déclenchée dans une population, par exemple, avant d'amorcer, ce sont des études qu'on commence par ici. Parce qu'on ne peut pas d'emblée, on vient, on dit que non, il y a une maladie dans cette population, mais il faut faire attention. Non, c'est-à-dire que ce sont des études, on commence par ces études ici, on essaie un peu de voir au cours de la situation de mariage, on essaie de voir est-ce qu'il y a équilibre, est-ce que le nombre d'hétérozygotes est en équilibre avec le nombre de homozygotes, et on voit cet équilibre. Et comment est-ce qu'on peut vérifier cela? À partir de ces formules, de toutes ces formules-ci de Hardy-Weber. Ce sont des mathématiciens qui se sont lancés dans cette génétique des populations évolution. Donc ça, c'est les binômes. Les binômes, ça, ils utilisent que les binômes pour voir s'il y a équilibre. C'est les binômes qu'ils utilisent ici pour décider. Donc, il faut que P plus Q doit être égal à 1. Si ça dépasse, si c'est supérieur ou inférieur à ce moment-là, là, l'hypothèse de Hardy-Weber est rejetée. Là, nous allons voir que plus loin, Hardy-Weber, pour vérifier vraiment l'hypothèse, pour comparer les propositions qu'ils obtiennent avec leurs prédictions, leur modélisation, ils utilisent aussi les Q-carrés. On utilise les Q-carrés. Ça, ce sont des études approfondies qu'on fait dans un génétique de population que vous allez voir plus loin si vous allez dans les cours que je vais donner bientôt. Je vais donner vraiment beaucoup d'exercices en détail. Donc, ça, je vous montre comment on a fait ça. Donc, on a fait la sommation de P carré plus Q, et c'est ça qui nous a donné P carré plus Q. On fait donc la mise en évidence. Nous avons P et nous avons P plus Q là qui est égal à P, parce que cette valeur-ci, P plus Q égale à 1. P mutué par 1 égale à P. Et même ici, Q carré, on a là Q carré plus PQ, on fait la mise en évidence. Voilà, même valeur, et nous avons Q. Et lorsqu'on fait la sommation ici, la sommation, on trouve la valeur de 1. Si on fait gamma la sommation ici, c'est égal à 1. Donc l'équilibre est respecté. Le nombre des hétérozygotes est très bien maîtrisé dans cette situation. Donc, il s'agit d'une grande population. Ici, déjà, quand je vois comme ça, quand je vois que l'équilibre, tout ça donne la valeur qui est égale à 1, ça signifie qu'il s'agit d'une grande population
où le mariage se font au hasard, où il n'y a ni sélection dans ces mariages, il y a ni sélection, il n'y a ni mutation, il n'y a ni consanguinité, tout se fait au hasard. Ça, c'est déjà ce qui fait que la fréquence des génotypes reste constante d'une génération à l'autre. Alors, dans une population telle que définie précédemment, nous allons voir comment évolue la fréquence des gènes d'une génération à l'autre. Voilà. On a défini la population, ce qu'on a vu dans cette tableau-ci. Maintenant, essayons un peu de voir comment cette population, dans cette population, comment évolue la fréquence des gènes d'une génération à l'autre. Voilà, ici c'est un exemple qu'on nous donne. Cet exemple, nous avons les unions possibles. Ça, c'est union possible. Voilà, c'est union des mariages possibles. Voilà, union possible, c'est ça. On prend ceci. AA se marie avec AA. Grand A, petit a se marie avec grand A, grand A. Grand A, petit a, grand A, petit a. Donc, l'hétérozygote avec hétérozygote. Ça, ce sont des unions possibles. Ça, ce sont des possibilités qu'on essaie un peu de voir. On essaie un peu de prédire un peu qu'est-ce qu'on peut obtenir. Lorsqu'on prend ceci, par exemple, grand A, le P carré, ça vient d'où? Ça vient d'où le P carré? Ça vient d'où, mes amis? Qui peut me dire que ça vient d'où? Le P exposant 4, ça vient d'où? Cette fréquence ici, cette proportion vient d'où? La proportion de A qui est égale à P exposant 4, ça vient d'où? Oui, Anissé. Puisque nous avons croisé le AA, étant donné la fréquence des ACP, donc nous avons croisé P carré et P carré. Voilà pourquoi nous avons P exposant 4. Merci, ça c'est merveilleux. Ça c'est très bon, je suis fier de vous. Je suis vraiment très fier de vous. Ça me rassure qu'on comprend. Alors maintenant, on continue avec le même exercice. Alors, qui peut maintenant me dire comment on a trouvé DP2, P3, qui? Comment on a trouvé ça? Qui peut m'expliquer? Comment on a trouvé cette proportion? Qui peut m'expliquer? Anissa a déjà parlé, quelqu'un d'autre. Me dire un peu comment on a trouvé 2P faisant 3 qui? Comment on a trouvé ça? Divin, Maquis. Oui, on l'a trouvé après le croisement des grands A et grand A petit a. Vu que les grands A c'est déjà P et le petit a c'est qui, et qu'on a 3 grands A. Les 3 grands A, les exposants c'est 1, en addition des exposants, donc nous avons P au cube et le petit qui et les qui, pardon. Si, ah oui, c'est bon, ça c'est bien. Vous voyez, ça c'est bien merveilleux. C'est merveilleux parce que quand vous avez les notes, je vous ai donné les notes, si vous ne voyez pas, on vous explique pas, vous n'allez rien comprendre. Vous allez voir. Vous voyez, avec ça, même si on ne fait pas beaucoup d'exercices, mais du moins vous avez déjà des pistes et vous avez déjà compris quelque chose, comment est-ce qu'on trouve ces fréquences, ça c'est déjà important. Et c'est pareil aussi pour ceci, hein, pour les autres, c'est la même façon. Maintenant, après avoir trouvé toutes ces fréquences, on fait la sommation. On doit calculer les AA, le grand A, petit a. On doit calculer les petit a. Parce qu'il faut connaître la fréquence de tout. Voir est-ce que les fréquences que nous calculons sont en équilibre de Hardy-Weber. L'équilibre Hardy-Weber, c'est-à-dire quoi? Il faut que cette sommation ici nous donne, ici par exemple, lorsqu'on fait la sommation, ça nous donne quelque chose. On a P, par exemple, grand A. Si on fait la sommation de ceci, on trouve P. Ici, lorsqu'on fait la sommation, on va trouver DP.